Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Nous sommes le lundi 6 novembre 2023 et repartons ensemble pour une nouvelle semaine. Peut-être que c'est la reprise pour vous après des vacances bien méritées. La matinale de TV Vendée vous accompagne du lundi au vendredi, donc tous les matins, le point sur ce qui nous attend donc durant cette demi-heure d'information. Avec 3 tempêtes, donc du coup, cette semaine, on a eu Céline, Kiaran, Domingos aussi a fait quelques dégâts en Vendée dans le sud, notamment dans le sud du département entre chutes d'arbres et coupures d'électricité. Attention aux crues maintenant. Ce week-end, nous nous sommes rendus à Fontenay-le-Comte et l'Aiguillon, la Presqu'île. Comme tous les lundis, nous parlons de sport, au programme du foot, du tennis de table, du volley et même du handball. En deuxième partie d'édition, Alexandre Lenaud me rejoindra sur le plateau de la matinale pour le journal des sports pour faire un point un petit peu plus détaillé donc sur l'actualité sportive donc durant cette dernière partie. Il y aura le jeu également avec un nouveau jeu, qui dit nouvelle semaine dit nouveau jeu. Restez bien avec nous avec ce premier indice qui arrive notamment. Allez, on passe à la météo. Avec, vous allez le voir, peu de changements par rapport à hier. Les averses seront encore nombreuses, alternant avec des éclaircies. L'instabilité perdure en Vendée avec du vent sur le littoral. Le mercure affiche en ce début de journée entre 10 et 13 degrés. 10 si vous vous trouvez dans les terres, 13 proche des côtes. Cet après-midi, bis repetita, on aura la même chose avec des averses encore assez fréquentes, notamment à l'ouest. En revanche, le vent sera moins important. Côté Mercure, il faudra compter au meilleur de la journée 12 degrés dans les terres, 14 près du littoral. Après la météo, voilà la carte des marées. La basse mer, c'était en tout début de matinée, 4h40. La prochaine, c'est en début de soirée pour 17h40. Entre les deux, nous avons la pleine mer qui est prévue en fin de matinée à 11h50, coefficient marée de 29 aujourd'hui. Les marchés alimentaires, comme vous pouvez le voir, nous avons Noirmoutier, les Sables d'Olonne ou encore Jars-sur-Mer. Ça se passe, vous l'avez compris, du côté du littoral ce jour, à l'ouest du département. Nous sommes le lundi 6 novembre 2023 et le 6 novembre, nous embrassons les Léonard, les Nids ou bien les Jolandes, 2 journées mondiales que l'on retient. Aujourd'hui, celle pour préserver l'environnement en temps de guerre, mais aussi les sans-papiers. En plus du mois sans tabac, on l'a évoqué, c'est aussi celui de l'économie sociale et solidaire. Anniversaire de Emma Stone, l'actrice fête ses 35 ans. Laura Flessel aussi, l'escrimeuse a aujourd'hui 52 ans. Puis le chanteur Florent Pagny, qu'on ne présente plus, à 62 ans. Le soleil se couche à 17h43 ce soir, une petite minute de jour en moins par rapport à hier dimanche. Voilà pour les quelques infos pratiques du jour. Place maintenant au journal 100% Vendée de la rédaction. C'est parti. Et on ouvre ce journal avec Domingos qui est passé, mais qui n'a pas fait de blessés en Vendée, et heureusement. Ça a pourtant bien soufflé, encore une fois, des records. C'est notre département d'ailleurs que les rafales les plus fortes ont été relevées dans la soirée de samedi. On a atteint les 132 km/h sur l'île Dieu, 128 à Luçon et Jars-sur-Mer, jusqu'à 104 dans les terres, comme à La Roche-sur-Yon. Le SDIS, dont la mobilisation était importante, 748 pompiers étaient sur place, étaient d'astreinte plutôt, et a procédé à plus de 300 interventions. 302 précisément. Pour la plupart, il s'agit de chutes d'arbres sur de nombreuses routes. Justement, des chutes d'arbres, il y en a eu à Fontenay-le-Comte, où des rafales à près de 130 km/h ont été enregistrés. Ce dimanche matin, les services techniques étaient mobilisés pour déblayer et dégager les axes bloqués. Une fois la tempête passée, la prochaine inquiétude concerne maintenant le risque de crue. 130 km/h, ce qui est quand même des niveaux de vent importants. Évidemment, on a connu plus fort, mais ce qu'on constate quand même, c'est des arbres qui sont affaiblis par les épisodes de sécheresse et les épisodes de tempête qu'on a connus. Donc on a quand même assez maintenant régulièrement des arbres qui tombent sur la ville. Donc c'est une vraie question qu'on doit se poser dans les années qui viennent, suite probablement au dérèglement climatique et aux épisodes de sécheresse. Le barrage de Mervan lâche actuellement des milliers de mètres cubes pour accueillir les précipitations qui devraient arriver dans la semaine. Donc on a un épisode de limite de crue, donc on surveille, mais le Vendéo qui gère le barrage
gère bien. Donc on sait que c'est un travail qui est fait chaque jour. C'était annoncé et donc les communes s'étaient préparées au pire, comme à l'Aiguillon-la Presqu'île où des rafales de vent à 130 km/h étaient attendues dans la nuit de samedi à dimanche. Le tout sur des terrains déjà fragilisés par les 2 précédentes tempêtes, je le rappelle. Laurent Huget, le maire, apprend de chaque événement climatique pour améliorer encore et toujours son plan communal de sauvegarde. Tout le week-end, les équipes étaient sur le pont face à Domingos, Alix Lanos. Ceci est un message de la mairie de l'Aiguillon-la Presqu'île. Des rafales de vent pourront atteindre 130 km/h sur le littoral. Limitez vos déplacements, ne vous promenez pas en forêt et en bord de mer. Ce message, Laurent Huget, le maire de l'Aiguillon-la Presqu'île, l'a enregistré un peu plus tôt dans la matinée et s'apprête à l'envoyer à tous les habitants de la commune. C'est parti, oui, ça commence, il y a 0,3% de contacts qui ont décroché déjà. Et pas question d'en rester là. À bord de son 4x4, le maire va sillonner sa commune. Depuis quelques heures, le plan communal de sauvegarde est activé. Chacun des élus et des agents techniques est sur le terrain pour sécuriser tout ce qui peut l'être selon un protocole bien déterminé. On ne peut pas le faire au doigt mouillé, on ne peut pas le faire à l'instinct, ça, c'est pas possible. Si vous n'êtes pas préparé, vous passez forcément à côté de quelque chose. Passer à côté de quelque chose, ça peut être dramatique. Les prévisions météorologiques annoncent des rafales à près de 130 km/h dans la soirée. Et ce qui inquiète particulièrement Laurent Huget cette fois-ci, ce sont les arbres. Là, on voit vraiment des maisons qui sont au milieu des arbres, quoi. Donc, il y a un vrai risque, c'est clair. Les enjeux ne sont jamais les mêmes. On est quand même à la 3e tempête en 7 jours. Hein. Les conditions de la première, de la seconde n'étaient pas les mêmes. Et encore ici, c'est encore d'autres réactions, d'autres comportements qu'il faut adopter pour répondre et avoir la bonne réponse, en tous les cas, aux exigences de sécurité à la fois de la population, puis aussi du patrimoine communal. Tu me tiens au courant pour le stade ? Toute la journée, l'équipe municipale et les agents restent sur le qui-vive. À 13h, ça souffle déjà très fort à l'Aiguillon-la Presqu'île. Le maire le sait, il faut garder des forces, la nuit sera courte. Le gros de la tempête Domingos est attendu entre 18h et 2h du matin. Le jour s'est levé ce dimanche matin après une nuit d'angoisse et si les branches jonchent le sol par endroits, il règne malgré tout comme un air de soulagement. J'ai été très heureux de ne pas entendre de coups de téléphone qui m'annonçaient des choses graves ou en tous les cas c'était plutôt soft. Je crois qu'on est passé à peu près à travers. Enfin, on a des murs qui sont tombés, des arbres qui sont tombés, des grosses branches qui sont tombées. Il n'y a pas de drame, voilà, c'est ça qui est important. Il n'y a pas de blessés. Et une fois qu'on m'a dit ça, après moi je vis mieux, c'est après tout se gère, quoi. Plus de peur que de mal ici à l'Aiguillon-la Presqu'île, une commune où la culture du risque fait désormais partie de la vie de tous les habitants, 13 ans après le passage de la tempête Xynthia. Et oui, il y a eu des coupures d'électricité également en Vendée. 4000 personnes en ont été privées. Semaine donc bien agitée avec ces 3 tempêtes. Dimitri Moulik, Alain Guibert et Yann Chagnolo, ce sont les sauveteurs en mer qui ont péri il y a plus de 4 ans dans le naufrage du canot Jacques Morisseau de la SNSM. Pour que leur nom et leur engagement ne soient pas oubliés, une stèle a été érigée au Sable d'Olonne. Elle se trouve du côté du mémorial des péris en mer au prieuré Saint-Nicolas. 3 noms qui s'ajoutent à une liste de 12 autres sauveteurs toujours prêts à affronter les éléments. L'inauguration doit avoir lieu d'ici quelques semaines en présence des familles des héros disparus. À la recherche des familles et des descendants éventuels, donc des marins péris en mer, donc des sauveteurs en mer qui ont payé de leur vie pour sauver celle des autres. La plupart de ces marins étaient quand même célibataires puisqu'ils étaient très jeunes quand ils sont morts en mission. Mais certains étaient mariés, donc on a commencé à faire les arbres généalogiques pour tenter de découvrir des descendants. On a bien avancé dans la mesure où déjà une bonne vingtaine de personnes ont répondu présent et se sont donc manifestées pour participer à la cérémonie qui sera prévue. La reconnaissance de ces gens qui sortent pour des fois beaucoup de choses. Pour en avoir fait partie pendant 19 ans, je peux vous dire qu'il y a des moments, c'est pas toujours facile. Le monument des péris en mer est un monument pour les gens qui sont péris en mer et qui n'ont jamais été retrouvés. La stèle des péris de la SNSM, c'est une stèle qui est faite pour des gens qui ont été retrouvés. C'est des gens qui sont décédés en intervention mais qui ont une sépulture, qui ont une tombe. Donc quelque chose qui n'a strictement rien à voir. C'est 2 choses complètement différentes.
Et je vous propose de prendre la direction de La Roche-sur-Yon maintenant. La ville s'est lancée dans un programme de réhabilitation de l'église Saint-Louis sur la place Napoléon. Parmi ses travaux, les 2 cloches. La républicaine, cet été, nous en avions parlé, mais aussi la culturelle. Devenue trop usée, la société Lomaillé-Lusso Companiste, avec l'aide de fondeurs, l'ont conçue. Elle est baptisée Marie-Louis-Henri. Bien, l'église Saint-Louis, c'est notre église, donc elle porte le nom de Louis, le nom de Marie, de la Vierge, et le nom d'Henri, qui est quelqu'un qui est né à La Roche-sur-Yon, qui va être béatifié dans les semaines qui viennent. La cloche cultuelle sonnera les messes et les événements religieux de la ville de La Roche-sur-Yon, de la paroisse. On a une installation qui va être programmée donc, le 29 novembre pour la repose des cloches dans les 2 clochers. Alors bien entendu, on prend un peu de marge par rapport au temps afin de pouvoir les faire sonner le 24 décembre. C'est le moment de parler de sport maintenant et de football. C'est au stade Henri Degrange à 19h vendredi que l'équipe de La Roche Vendée Football recevait les Herbiers, respectivement 1er et 4e de leur poule de National 2. Devant un nombre important de spectateurs, les Herbiers se sont imposés au score grâce à un penalty tiré par Pierre Lavenant suite à une faute de NDI sur Belly. Durant ce match de derby, les Herbretais s'étaient montrés pourtant largement inférieurs à La Roche, jusque-là invaincus. Une victoire sur la plus petite démarche, donc 1-0. Prochain match vendredi, les Herbretais accueilleront Romorantin. Le lendemain, les Lyonnais se déplaceront du côté de Libourne. National 2, là aussi, National 2 messieurs, avec l'US Ferrières Vendée. Tennis de table, cette fois, qui recevait pour cette 4e journée l'équipe de Niort. Les spécificités de cette discipline peuvent jouer en senior des jeunes de catégorie Benjamin, d'où la présence du jeune Axel Bossis, âgé de 14 ans. Les Niortais supérieurs sur le papier comme en salle ont largement remporté la rencontre avec un score sans appel de 8-1. Pas un bon bilan, que ce soit personnel en termes de résultats ou que ce soit l'équipe. On perd 8-1, on espérait essayer de tirer quelque chose parce qu'il va falloir commencer à avoir quelques petits résultats si on veut espérer le maintien. On part très mal à 4-0 contre nous alors qu'on s'était dit vraiment qu'il faut essayer de tenir tête dès le départ parce qu'on sait que sur des équipes comme ça qui sont plus fortes que nous, si on ne tient pas tête dès le départ, après ça va être compliqué. Donc 4-0 contre nous, derrière on essaye quand même de batailler, on perd plusieurs belles, je ne sais pas combien on en perd mais on en perd plusieurs. Et puis voilà, c'est là où on voit la différence entre une équipe un peu plus expérimentée et une équipe qui est encore jeune à ce niveau-là. Du volleyball National 3 féminine, 5e journée. Montaigu-Vendée Boufféré recevait Vannes et elles se sont inclinées 3-7-1 malgré un beau combat durant lequel elles n'ont rien lâché. Alors si Vannes a eu l'avantage dans le premier set, c'est Montaigu-Vendée Boufféré qui s'est démarqué dans le second. Le coude à coude dans les 2 sets suivants a donné la victoire aux Bretonnes avec les 2 points d'écart réglementaires. Et puis, du handball national, une féminine 8e journée. La Roche-sur-Yon recevait Nantes. Victoire des Lyonnaises, 27-25. Public nombreux pour assister au match, malgré la tempête. Match serré qui a souvent conduit les 2 équipes à une égalité parfaite, terminant la première mi-temps 15 partout. Puis en seconde période, les Lyonnaises font la différence. Et durant le premier quart d'heure de jeu, Nantes ne marque que 3 points. Et la défense de la Roche donc se fait très présente. Elles reviennent, mais pas suffisamment pour gagner. Réaction de l'entraîneur de l'équipe vendéenne. Un match un peu fou si on regarde les 5 dernières minutes. On démarre plutôt bien, en attaque placée, on est à 15 buts à la mi-temps, donc on est très efficace, on a des vraies solutions et c'est ce qu'on avait travaillé toute la semaine, donc on est plutôt contente là-dessus. Après défensivement en première mi-temps, on prend des buts de casquette, en 10 secondes on prend un but et du coup il faut qu'on retourne en attaque placée et c'est ce qu'on avait à cœur de changer à la mi-temps. On a vraiment appuyé là-dessus et chose qui a été faite, parce que si je me trompe pas, à la 17e minute de la deuxième, elles ont mis que 3 buts à peu près, je dois pas en être très loin. Donc vraiment on a corrigé le tir et c'est ce qui fait qu'on fait une différence de +6 et qui fait qu'à la fin on remporte le match, même si la fin est un peu mouvementée. Et on va revenir plus en détail sur l'actualité sportive. Voilà, en tout cas, vous savez tout sur l'actualité en Vendée. Place à la météo détaillée de ce jour, de ce 6 novembre. Eh bien, peu de changements par rapport à hier. Les averses sont encore nombreuses, alternant avec des éclaircies. L'instabilité perdure en Vendée avec du vent sur le littoral. Bon, je vous rassure, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a eu
ce week-end. Mais en clair, vous l'avez compris, on aura un peu de tout. Le mercure affiche en ce début de journée 9 degrés aux Herbiers et Mortagne-sur-Sèvre, 10 degrés à Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon et Montaigu, 11 du côté de Esnay, 12 pour Chaland et Jars-sur-Mer, 13 degrés pour Bretignolles-sur-Mer, l'Île-Dieu, les Sables-d'Olonne. Cet après-midi, bis repetita, les averses sont encore fréquentes, notamment à l'ouest. Le vent sera moins important dans le courant de l'après-midi. Donc, côté mercure, il faudra compter au meilleur de la journée 12 degrés dans les terres, 14 près des côtes. Les belles éclaircies pourraient arriver demain après-midi, mais voilà, on prend quand même quelques précautions, on verra ça donc demain. Voilà, c'est la fin de ce Flash Info. Dans quelques instants, il y aura le jeu de la semaine avec 2 gagnants ou gagnantes qui remporteront 2 places pour assister au spectacle par les comédiens à Chapelet, le journal d'Anne Frank. Pour cela, il faudra répondre juste à la question que je vais vous poser donc tout à l'heure avec le tout premier indice à suivre. Restez bien avec nous. Avant tout ça, on passe au sport. Le journal des sports, c'est parti. Et le journal des sports, c'est avec Alexandre Lenaour. Bonjour Alexandre. Bonjour François. Et pour démarrer ce journal des sports, Alexandre, place à ce qui était la grosse affiche du week-end. En football, vendredi soir, c'était le derby entre la Roche VF et les Herbiers. Et oui, une affiche alléchante et attendue pour un duel au sommet de cette Nationale 2. Le leader lyonnais, invaincu, recevait les Herbiers, 4e au classement avant le coup d'envoi. La Roche VF en rouge, les Herbiers en blanc. Et ce sont les Lyonnais qui vont être le plus à l'œuvre en début de partie. Keita lancé sur le côté droit, Pio sort à l'abordage, mais Noah Ziliox veille au grain et sauve ce ballon devant sa ligne. La Roche domine, nouvelle occasion, Sonny Butro lance Mbaki, mais le numéro 9 lyonnais centre trop en retrait. Sur la droite, ce centre de Guillaume Audru est bien capté par Pio. 27e minute, les Rouges à la baguette avec Buaillon qui trouve la tête d'Allemand, mais Pio est encore sur le coup intenable. Mbaki déborde côté gauche et file dans la surface, déséquilibré par Traoré. Penalty à la 38e minute, Sonny Butro pour le tirer, mais Pio est parti du bon côté, auteur d'une très bonne première période. Toujours 0-0 donc à la pause. Les Herbiers sont toujours en difficulté dans ce début de deuxième. Les Lyonnais gardent le pied sur le ballon et sont tout proches d'ouvrir le score ici par Ibrahima Keita qui voit sa frappe contrée à bout portant par Jérémy Billy. Billy justement qui est ici aux manettes, 20 minutes encore à jouer. L'ancien joueur de la Roche VF s'échappe côté gauche et percuté dans la surface. L'arbitre sort le rouge pour Ndiaye. Penalty, donc Pierre Lavenant a l'occasion de mettre les siens devant. Amada plonge du bon côté, mais c'est au fond. Les Herbiers mènent 1-0. Il reste un quart d'heure à jouer. Les Lyonnais auront encore une grosse occasion ici avec Mbaki, mais Pio reste impeccable. On en restera donc là d'un froid réalisme. Les Herbiers s'imposent 1-0 et mettent fin à l'invincibilité de la Roche en championnat. La réaction du coach des Herbretels, Laurent David, au micro de Daniel Lelanne. On a souffert en première mi-temps d'un point de vue technique par rapport à l'équipe de La Roche qui a été supérieure à nous. Nous, on a eu beaucoup de déchets, on n'était pas vraiment coordonnés, que ce soit offensivement ou défensivement. Et on a subi un petit peu, je dirais, la loi de la Roche en première mi-temps. Début de deuxième mi-temps extrêmement compliqué aussi. Et donc, c'est pour ça que j'ai réajusté. J'ai fait 3 changements d'un coup pour être plus solide au milieu. Dans les grands matchs, ça se joue à peu de choses. Grand match, grand joueur et grand Pierre, parce qu'il a fallu le mettre, ce penalty. Il n'a pas tremblé. Et derrière, il a fallu défendre ce but. Donc oui, c'était pas forcément un beau match de notre part, on le sait, on en est conscient, mais c'était une étape importante pour la suite du championnat. Et puis avant de revenir sur les terrains vendéens, quelques images de Rinc Hockey. L'équipe de la Vendée était ce week-end en déplacement en Catalogne pour le 2e tour de qualification de la Ligue des Champions. Et les joueurs de Marc Salicru n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul et 2 défaites. Les Lyonnais ne disputeront donc pas la phase de groupe de Ligue des Champions, mais seront reversés en WSE Cup, qui est la 2e Coupe d'Europe, un peu l'équivalent de la Ligue Europa en football. Alexandre, on reste à La Roche-sur-Yon, mais cette fois avec du handball. Autre derby au programme, un derby ligérien. 8e journée de National 1 féminine. La Roche-Vendée handball recevait la réserve des Neptunes de Nantes. Et ça se passait au sec, cette fois samedi soir du côté de la salle Omnisport. Des Lyonnaises 4e avant la rencontre. Nantes 8e au classement et un début de match qui tourne à l'avantage des Lyonnaises en rouge. Mais la partie s'équilibre rapidement. Les Nantaises réagissent et prennent les devants. 7-6 après 8 minutes. Malgré les 2 minutes prises par la capitaine lyonnaise Juliette Fréville, le RVHB tient bon et revient à égalité. Peu avant le quart d'heure, les attaques de part et d'autre restent muettes. 5 minutes sans but, la faute aux bonnes prestations des gardiennes. 5 arrêts en 5 minutes, notamment côté lyonnais pour Lidija Vujadinovic. À moins de 2 minutes de la pause, les Vendéennes reviennent finalement à la marque. Un score de parité, donc 15 partout après 30 minutes. Un début de deuxième à l'avantage des Lyonnaises et un temps fort symbolisé par Amal Amrouni. La Roche crée un premier écart significatif dans cette rencontre. +5, Amrouni inscrivant 5 buts de rang pour son équipe.
équipe. Nantes est dans le dur, d'autant que les Nantaises perdent une joueuse à la 48e, rouge pour Ambre Lévesque. Le plus dur semble fait pour les Lyonnaises, 25-18 à 10 minutes du terme. Pourtant, les Neptunes ne se démobilisent pas et reviennent à 2 longueurs, 26-24, encore 3 minutes à jouer. 2 exclusions de 2 minutes en fin de match pour La Roche, mais ça tient, victoire 27-25, deuxième victoire de rang pour les joueuses d'Ophélie Charbonneau. L'entraîneur des Lyonnaises que je vous propose d'écouter au micro de Sandrine Pelletier. Un match un peu fou si on regarde les 5 dernières minutes. On démarre plutôt bien, en attaque placée, on est à 15 buts à la mi-temps, donc on est très efficace, on a des vraies solutions. Après, défensivement, en première mi-temps, on prend des buts de casquette et c'est ce qu'on avait à cœur de changer à la mi-temps. On a vraiment appuyé là-dessus et chose qui a été faite, parce que si je me trompe pas, à la 17e minute de la deuxième, elles ont mis que 3 buts à peu près, je dois pas en être très loin. Donc vraiment, on a corrigé le tir et c'est ce qui fait qu'on fait une différence de +6 et qui fait qu'à la fin, on remporte le match, même si la fin est un peu mouvementée. Des images de volleyball à présent pour la 5e journée de National 3 féminine. Montaigu-Vendée-Boufféré recevait hier après-midi, dimanche, l'équipe de Vannes. Et oui, 2 équipes aux dynamiques pas vraiment comparables. 3 défaites de rang pour les Vendéennes, là où les Bretonnes ont enchaîné 3 victoires et sont 2e du championnat. On pouvait donc s'attendre à une affiche déséquilibrée à la salle des sports de Boufféré. Ce fut le cas dans le premier set que les Vannetaises vont empocher sans trop de difficultés, 25-10. Mais Boufféré se rebiffe, pas question de laisser les Vannetaises s'envoler. Les Vendéennes tiennent la dragée haute aux visiteuses. 2e set Boufféré, 25-22, une manche partout. Donc le 3e set est ensuite très disputé entre les deux formations. Vannes termine plus fort, 25-22 pour les Morbihanaises qui mènent désormais 2-7-1. Bis repetita. Dans la 4e manche, Boufféré et Vannes s'accrochent, mais dans le Money Time, là aussi, les Vannetaises serrent les dents et s'adjugent finalement le 4e set 26-24. Montaigu-Vendée-Boufféré s'incline 3 manches à 1. À noter le carton rouge en fin de match pour Hugo Moussion, le coach des Vendéennes, après un geste d'humeur sur le dernier point. Je vous propose de l'écouter. Justement, il était avec Sandrine Pelletier. C'était un bon match, on a du mal à rentrer dedans dans le premier set où on est surprise par l'agressivité des adversaires. Mais après, une fois qu'on rentre dans ce match, c'était un beau combat où les filles elles ont quand même montré un super visage. On a réussi une bonne prestation dans l'ensemble. Je pense qu'on avait encore mieux à aller chercher que cette défaite 3-1. Il y avait sûrement un tie-break et puis après au tie-break on ne sait pas trop ce qui peut se passer, mais collectivement on peut être satisfait de ce qu'on a fait mais un peu frustré parce qu'on aurait sûrement mérité un peu plus sur cette fin de match notamment. Et on prend la direction maintenant de la Ferrière, le tennis de table, 4e journée de National 2. Messieurs, les Ferriérois recevaient Niort. Et une confrontation entre 2 équipes qui visent cette saison le maintien. 8 simples et 2 doubles étaient au menu samedi à partir de 17h devant un public, vous allez le voir, qui a répondu présent de nouveau dans la salle des sports de La Ferrière. Les Vendéens maillot bleu subissent d'entrée un 4-0. Niort empoche les 4 premiers simples, un résultat un peu sévère puisque Mathieu Perdriau, capitaine de cette équipe, et Anatole Merlet s'inclinent tous les deux dans le 5e set décisif. Le jeune Axel Bossis, 14 ans, va permettre aux Ferriérois d'empocher leur premier point, une victoire décrochée dans le set décisif. Malheureusement, les Niortais vont poursuivre leur dynamique et s'imposer dans les 2 derniers simples et le double. La Ferrière s'incline donc assez largement 8-1. Pas forcément la soirée rêvée donc pour le capitaine des Ferriérois, Mathieu Perdriau. Réaction recueillie par Daniel Lelanne. Pas un bon bilan, que ce soit personnel en termes de résultats ou que ce soit l'équipe. Il va falloir commencer à avoir quelques petits résultats si on veut espérer le maintien. On part très mal à 4-0 contre nous alors qu'on s'était dit vraiment qu'il faut essayer de tenir tête dès le départ parce qu'on sait que sur des équipes comme ça qui sont plus fortes que nous, si on ne tient pas tête dès le départ, après ça va être compliqué. Et puis voilà, c'est là où on voit la différence entre une équipe un peu plus expérimentée et une équipe qui est encore jeune à ce niveau-là. Et puis avant de vous quitter, François, 2 informations à propos de la Transat Jacques Vabre. D'abord, côté IMOCA, vous le savez, les 40 équipages étaient encore dans l'attente d'une date de départ. Et bien la direction de course l'a annoncé ce week-end. Les IMOCA partiront du Havre et ce sera demain mardi à 9h30 du matin. Enfin, les Ocean 50 et les classes 40 en attente de repartir de Lorient prendront eux le départ dès ce lundi matin, 10h30 et 10h45. Merci Alexandre, c'est tout pour ce journal des sports et pour toutes les autres images et résultats. Rendez-vous ce soir donc à 18h45 dans 85 chrono. Allez, on passe au jeu tout de suite avant de nous quitter, c'est parti. Qui dit nouvelle semaine dit nouveau jeu. Nous vous faisons gagner 2 places à 2 d'entre vous pour assister au spectacle par les comédiens Chapelet, le journal d'Anne Frank, histoire connue universellement et très étudiée en cours de français. Adaptation théâtrale fidèle au livre, des comédiens talentueux, des décors et une mise en scène de qualité. Et ça se passe à 2 endroits de la Vendée, aux Achars, salle de la Belle Eugénie du 1er au 10 décembre, mais aussi à l'espace culturel de Saint-Michel-en-Lerme du 16 au 17
17 décembre. Mais pour pouvoir vivre ce spectacle fort en émotion, il faut répondre correctement à cette question, et la question la voici. En quelle année l'hélicoptère militaire Sikorsky était en cours de restauration, la semaine dernière à Saint-Michel-en-Lerme, a-t-il été mis en service? 5 indices comme toutes les semaines, voici le tout premier. Cette année-là, Charles de Gaulle est proclamé président. On cherche bien là une année, je le précise, une année précise donc. Vous avez les images pour vous aider, mais également donc les indices. Pour jouer, rien de plus simple, direction notre site internet tvvendée.fr. C'est là aussi donc où vous retrouverez l'essentiel de ces indices. Donc bonne chance à toutes et à tous. Je rappelle que le tirage au sort c'est vendredi en milieu de journée. Vous avez encore le temps pour trouver la réponse à la question. L'info revient à 12h30 avec Diane Delangle aujourd'hui. Passez une excellente journée sur TV Vendée.